Salut, moi c'est Léo. Nous sommes le 4 janvier et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 24 ans. Et cela fait plusieurs années maintenant que je vous partage un petit bout de ma vie à travers mes petites vidéos. J'ai acheté ma première GoPro en 2015. Je m'en souviendrai toujours. C'était une GoPro Hero. Putain, comme j'étais content de réaliser mes premières vidéos. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je les montais sur Movie Maker avec l'ordi de mes grands-parents. C'était loin d'être une fusée, mais ça faisait le taf. Car au final, moi, ce qui m'importait le plus, c'était pas le nombre de vues, juste les retours positifs des gens en commentaire. C'est ce qui me satisfaisait le plus. J'avais créé une petite page Facebook qui marchait plutôt bien. J'ai rencontré pas mal de gens et pris énormément de contacts. C'était vraiment cool. Puis arriva l'époque des drones, cette chose qui a carrément changé les vidéos. J'ai acheté mon premier drone d'occasion en 2016. C'était vraiment une révolution dans le monde de la vidéo. Tu arrivais à faire des contenus incroyables, avec un peu de maîtrise, tu réalisais des films dignes du cinéma. Une mode qui s'est rapidement développée. Puis les années sont passées, les techniques ont beaucoup évolué. Ça a été une réelle course à celui qui faisait la plus belle vidéo. Moi, je faisais ça pour déconner, alors que d'autres en vivaient. J'ai réussi à allier ma passion pour les engins et les vidéos. À cette époque, j'avais 15-16 ans. J'étais jeune et insouciant. Je ne prenais pas vraiment la vie au sérieux. Comme beaucoup de jeunes de mon âge, j'étais un peu perdu et me sentais parfois très seul. Je gardais le sourire car j'étais très bien entouré. J'ai la chance d'avoir des amis et une famille en or. Car sans eux, je n'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Très vite, après mon apprentissage, où l'on m'a vraiment inculqué les vraies valeurs de la vie, j'ai décidé de partir faire ma première saison de paille. Je voulais absolument conduire une presse, c'était comme un rêve pour moi. J'ai eu la chance de tomber sur une entreprise qui m'ont accordé leur confiance, renouvelée depuis maintenant 5 ans. En 5 ans, j'ai connu une réelle évolution et j'ai vraiment kiffé ces moments-là. Des moments gravés à jamais dans ma mémoire. La saison de paille, c'était en quelque sorte mes grandes vacances d'été. Grâce à ça, j'ai rencontré des gens des 4 coins de la France. Et pas que. Les Belges. Putain, quelle équipe. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler avec cette petite guéguerre franco-belge. Pour peu que dans la saison, il y avait encore un match de foot France-Belgique. Et là, c'était la guerre. Malgré tout ça, je n'arrivais pas à trouver ma place dans ce monde. J'avais besoin de défis, de challenges. C'est ce qui me permettait de tenir, de me donner des objectifs, me surpasser. C'est peut-être ça finalement le secret. C'est peut-être aujourd'hui, en réalisant ce film, que je me rends compte de la chance que j'ai eue de rencontrer tous ces gens. Je pense sincèrement que tout n'est pas dû au hasard. Et on a tous un rôle à jouer sur cette terre. J'ai beaucoup été inspiré par Lucas, Scott, pour ceux qui connaissent. Je partage la même opinion philosophique que lui. On dit qu'il faut s'inspirer des plus grands. Pour moi, il en fait partie. Christophe Maé a dit un jour « La vie est une scène et je fais mon cinéma. Je dis que tout baigne même quand ça ne va pas. » C'est donc ça la vie d'artiste. La vie est une scène, je fais mon cinéma. Je dis que tout baigne même quand ça ne va pas. Il m'arrive même de pleurer dans mes bras tard dans la nuit pour que personne me voie. Non, ce n'est pas facile de vivre avec soi, de faire ce que les autres attendent de toi, de dire ça va toujours quand ça va toujours pas, de traîner ta peine et traîner ta joie.
La vie est une scène, alors je fais le spectacle. Je dis que tout baigne malgré les obstacles. Maman me disait vide pas trop ton sac. Petit, ne pas pleurer, c'est faire preuve de tact. Alors on sourit pour ne plus être triste. On peut se déguiser, on est tous des artistes. Alors on sourit pour ne plus être triste. On peut se déguiser, c'est la vie d'artiste. À travers ce petit récit autobiographique, j'espère toucher le plus grand nombre d'entre vous. Et qui sait peut-être vous aider à traverser une phase de doute ou une mauvaise passe. Cette vidéo est en quelque sorte mon carnet de voyage, qui aura été une expérience riche en émotions. Je me confie à vous aujourd'hui, ceci est mon histoire et je vais vous la raconter. Bon visionnage. Après près de 24 heures d'avion, nous voilà arrivés à Pine Grove, entre Lockington et Echuca, à 2h30 de Melbourne, dans l'état du Victoria, pour débuter la saison d'ensilage.
Cobra, eh? Oh, good. Yes, I can see you. 'Cause every girl here wanna be you. Oh, she's a diva. I feel the same and I wanna meet her. They say she low down. It's just a rumor and I don't believe them. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. Oh, I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. The way that booty moving, I can't take no more. Have to stop what I'm doing so I can pull her close. I'm trying to find the words to describe this girl without being disrespectful. Damn girl, you're a sexy bitch.
Il est temps pour nous de reprendre la route direction Deniliquin, dans une petite ferme à 80 km plus au nord de là où nous nous trouvions, pour commencer les moissons de colza. J'en profite pour remercier encore une fois John, sans qui nous n'aurions peut-être pas pu faire les moissons. Car contrairement aux idées reçues, il n'est pas si simple de trouver du boulot en Australie. Il ne faut pas négliger votre niveau d'anglais. C'est un critère assez important aux yeux des Australiens. Encore une preuve qui montre que quand on veut quelque chose, il faut s'en donner les moyens. Alors si je peux vous donner un conseil, arrêtez TikTok et sortez-vous les doigts. Go out to the places you will be from. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. I know who I want to take me home. Take me home. Every new beginning comes from some other beginning's end. Les moissons de colza touchent à leur fin. Cela a été relativement rapide à 3 batteuses, au vu des rendements. Mais en fait, depuis tout à l'heure, je dis nous, parce que je suis parti avec Max, un pote de la paille. Je te tire mon chapeau, mon pote, car tu as dû me supporter pendant près de 6 mois. Ça n'a pas dû être une masse à faire. Et au fait, je te l'ai jamais dit, mais je réalise en montant ce film que si tu n'avais pas été là des fois, à certains moments du voyage, je ne sais pas comment j'aurais fait sans toi. Alors tout simplement, merci Max. Max, ton ressenti après 3 mois jour pour jour en Australie? Alors, petit débrief. Différent de la France sur plein de choses
Mais les machines, c'est pas pareil, mais pareil. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas. Il y a des pannes comme en France, mais globalement super expérience. Niveau d'anglais qui a explosé, ça, tu vois, ça c'est pareil au début, c'est la merde, après tu t'y fais. Vas-y, je t'écoute, Max. Alors, pas de regret d'avoir quitté la France? Non, pas du tout, malgré qu'en France il y a le mauvais temps et que nous on est tombé l'année en Australie où il pleut tous les 3 jours. Moisson un peu compliqué, mais on arrive à tourner et normalement on devrait avoir fini pour Noël, donc ça devrait être pas trop mal. Des cultures un peu particulières, du lupin bio, jamais fait, assez spécial, mais ça se fait. Et ton ressenti, la machine, tout ça, toi qui avais l'habitude d'une classe? Passer d'une classe conventionnelle à une John Deere à rotor, un peu particulier la prise en main, mais on s'y fait, ça tourne quand même pas mal, ça envoie. Les rendements sont différents, mais les vitesses de travail sont différentes. Là on tourne entre 12 et 15 km/h, on monte jusqu'à 16-17 dans du blé des fois, donc vraiment différent et des parcelles énormes. On sort pas énormément de grains à l'hectare, mais disons qu'on fait des surfaces par jour qui sont assez impressionnantes. On a commencé les colzas, on est arrivé tout début novembre, on était dans les colzas au pick-up. Ensuite on a fini par des colzas à la coupe en direct, donc on en a fait quand même vraiment la majorité, c'était au pick-up ici. Les rendements, on tourne aux alentours des 2 tonnes, des fois un peu moins, des fois un peu plus. Mais en gros on tourne à 2 tonnes hectares en colza. Ensuite on est passé dans les orges. Les orges, vraiment la très petite culture, on va dire. On ramasse vraiment l'épi et 10 cm de paille à peine et on est déjà quasiment en ras-le-sol, quoi. Et là-dessus, les rendements, on tourne à peu près entre 15 et 30, ça va dépendre un peu des parcelles, de l'humidité. Ce qu'il faut savoir que où on est entre le Victoria et le New South Wales, la pluviométrie va du simple au double voire au triple en fonction des endroits. Donc forcément les rendements se font ressentir là-dessus, ça se ressent sur les rendements à la récolte. Et ensuite les blés un peine plus haut que les orges, mais on reste aux alentours des 20-30 quintaux de moyenne, quoi. Mais disons qu'ici ils sont rentables parce que vu comme ils travaillent avec tout ce qui est semi-direct et tout, il y a beaucoup moins de traitement aussi qu'en France, beaucoup moins d'intrants, donc il n'y a pas d'eau, ça sert à rien de balancer de l'azote à outrance. Donc les paysans s'en sortent avec ça et de par les quantités ils font de très bonnes recettes, on va dire. Les céréales sont payées aussi plus cher qu'en France, on a pu comparer malgré que ce soit en dollars et la conversion. Ça reste quand même plus intéressant de travailler en Australie que de travailler en France, on va dire, d'un point de vue commerce. Et non, voilà, super expérience. On apprend plein de choses aussi bien techniquement que socialement, que sur leur méthode de travail, tout ça. C'est vraiment une très bonne expérience, je vous conseille. Ouais, donc comme disait Max, pour parler un peu argent, que ce soit au niveau laitier ou céréalier, l'agriculture est nettement mieux valorisée en Australie qu'en France. C'est-à-dire que les éleveurs sont mieux rémunérés, ils ont plus de droits qu'en France, on va dire. Ils ont pas le droit de couper des arbres. Ouais, ils n'ont pas le droit de couper des arbres, c'est pour ça que vous verrez dans les vidéos, il y a des parcelles de 600 hectares et tu as 25 arbres qui font chier. En France on les aurait déjà coupés, ici tu n'as pas le droit de les couper. Mais il y a des trucs sympas qu'on voit, comme à l'entrée des villes ou des villages, où il y a du bétail par exemple, et il y a des panneaux comme quoi le bétail est prioritaire sur les voitures. C'est-à-dire que demain tu as un accident où tu forces le passage, où tu klaxonnes, tu te prends 500 $ dans les dents pour te calmer, contrairement à la France où tu portes plainte contre l'agriculteur et c'est l'agriculteur qui paye. Ici c'est vraiment différent, une autre mentalité de travail, une autre mentalité de raisonnement. Comme disait Max, ils jouent moins sur pas la qualité, mais disons que s'ils ont des rendements moins importants dans une parcelle, c'est pas grave, parce que la parcelle elle fait le triple voire le quadruple d'une parcelle conventionnelle en France. Faut savoir que depuis le début dans les moissons, on tourne dans des parcelles de minimum 50 hectares pour être à global. Et là on est dans des parcelles qui vont jusqu'à 500-600 hectares au plus, quoi. Et on n'est pas non plus dans les plus des gros secteurs, quoi, hein. Donc voilà.
Donc voilà, ça c'est 150 hectares. 150 hectares, c'est ce que ça représente en paille d'orge. Voilà, c'était dans cette parcelle. J'invente rien, je suis cash avec vous. Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui, on fait du boudin. Au programme grain bag ou sausage bag, ça dépend comment ils y appellent. Le principe il est assez simple, vous voyez, il y a un tracteur qui est au neutre et avec une trémie, une vis sans fin et un sac à l'arrière. Et en fait moi je viens décharger mon grain dans cette trémie et en fait à mesure que le sac se remplit, ça pousse le tracteur. C'est pour ça qu'il est au neutre, ça pousse le tracteur et en fait on avance comme ça. Alors pourquoi on fait ça? C'est des stocks tampons parce qu'en fait les camions sont super loin, enfin ils mettent 3 ou 4 heures, je crois 3 ou 4 heures autour et du coup ça nous permet de continuer à tourner et du coup c'est bien pratique. Donc comme je vous disais, on a le tracteur, la prise de force qui entraîne une chaîne avec une vis sans fin qui vient dans mon sac et ce sac pousse le tracteur. Alors faut vraiment que le tracteur soit droit parce que sinon ça fait de la merde et voilà. Et après ça nous fait un joli bag comme ça. J'appelle ça sausage bag, grain bag. Voilà. Vous voyez un peu. Ça c'est le gros. Some folks are born made to wave the flag. Ooh,
Nous sommes jeudi, je vais pas me tromper ce coup-ci. Jeudi 21 décembre 2023, 23h30. On a officiellement fini les moissons. Max, qu'est-ce que t'en penses? Belle saison. Petit débrief tout vite là. Beaucoup de pluie. On a fui la France pour pas se taper l'automne et on s'est pris l'automne en Australie. Ouais, c'est exactement ça. 2 jours de pluie, 1 jour de moisson. Enfin bref, ça n'a pas été simple au début. À la fin, on a pu bien tourner et ranger les hectares rapidement avant Noël. La preuve, on finit juste avant quoi. Ouais. Juste avoir le temps de voyager pour aller se poser pour passer les fêtes. Et super saison, différentes cultures, des rendements moyens, dépend des sites en fait et de la météo forcément qu'elle est avec. La pluie ça va du simple au triple par endroit, donc les rendements y suivent entre guillemets. Mais non, une super saison sur des bonnes machines, quelques pannes, mais quand on voit les surfaces qu'on faisait à la journée et au total, ça reste totalement acceptable. Et ouais, une bonne équipe, une bonne entreprise et tout qui va bien. Saison. Jusqu'à maintenant, on avait bien commencé, on est sur une bonne ligne là et ça s'est bien terminé. Franchement, au top. Les vacances vont faire du mal, vont faire du bien quand même parce qu'on a enchaîné en silage. On a tout juste fini les ensilages, on est reparti en moisson. Ouais, ensilage, moisson. Là, ça a fait quand même moisson cet été en France. Enfin, moisson pour Max, paille pour moi. On a enchaîné sur l'ensilage d'herbe et on a rattaqué sur les moissons. Mais là, ce coup-ci, on va faire un break là. Là, faut plus nous parler de tracteurs, de moissonneuses, de machin. Genre là on veut plus entendre parler de tracteurs pendant un mois. Bière, bringue, là, nos préoccupations, ce sera pas qu'est-ce que demain, faut que je prenne quoi, il me faut quoi comme pièce, machin. Notre prochaine préoccupation, ça va être qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on fait, sur quelle plage on va. Ça va être ça les préoccupations, parce que là, voilà. Pas plus. Bon. Nous avons donc repris la route pour s'accorder quelques jours de repos. Après pas mal d'embûches, nous avons passé Noël et Nouvel An à Sydney avant d'entamer notre road trip. Au cours de ce périple, nous avons fait de super rencontres, échangé avec beaucoup de monde de nos différentes expériences. Pour ma part, ce fut un gros coup de cœur sur Sydney et Gold Coast. Une très bonne vibe s'y dégageait. Après avoir bien profité et visité la côte Est, nous sommes partis direction Paria, à 2h30 d'Adélaïde, pour y voir Théo, un ami de Max. Sur la route, nous avons traversé le Queensland et nous avons pu voir un feedlot de près de 50 000 têtes. C'est vraiment impressionnant. Clearing the sea out. See the bedroom fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out.
parti. Ouais, ben bon, je crois que je me présente, je m'appelle Théo Niklaus. Donc je viens d'Alsace, de France, et là on est en Australie. Donc quand je suis venu en Australie, j'ai fini les cours. J'étais en cours à Vesoul, j'ai fait un BTS en mécanique agricole. Et donc après mon BTS en juillet, j'ai fait le choix de partir en Australie. Donc je suis parti mi-octobre. Et j'ai commencé à bosser début novembre. Donc là je bosse, là les vidéos que vous voyez là c'est Long Trail Farm. C'est une ferme dans le sud d'Australia, à environ 2 heures de Adélaïde. On est spécialisé, on fait pas mal de pommes de terre, on a environ 500 hectares de pommes de terre sur l'année. Donc aujourd'hui ben, on est en plein dans l'arrachage, donc il y a une équipe qui arrache, on verra là-bas au champ, il y a une équipe qui arrache et qui ramène les bennes. Et donc moi je fais partie de l'équipe, nous on trie, donc on retrie une deuxième fois ce qui est arraché et on recharge les camions. Aujourd'hui là on a un bidouble, aujourd'hui on a 3 bidoubles à charger, ça fait à peu près 120-130 tonnes. Aujourd'hui, ouais, donc moi ça fait maintenant plus de 3 mois que je suis chez Long Trail. On fait pas mal de pommes de terre, ouais, ici on fait aussi d'autres cultures, on fait blé, colza, un peu de luzerne, on fait tout. C'est vraiment spécialisé pommes de terre. Donc on arrache quasiment toute l'année ici, vu qu'il n'y a pas l'hiver est pas très prononcé. On a des variétés d'été et des variétés d'hiver pour les pommes de terre. Je pense qu'on arrache entre 8 et 10 mois de l'année. Et pour la plantation c'est pareil, on doit planter 8-10 mois dans l'année. Ce qui fait que c'est pratique, ça c'est l'avantage de l'Australie. Pour ce qui est des rendements, c'est comme en France, ça varie de 30 tonnes à 60 en fonction des variétés. Entre le plant, donc les pommes de terre pour replanter, le processing, donc pour ce qui est la consommation, le marché frais, tout, les rendements sont assez similaires qu'en France, vu que tout est irrigué et tout est sous pivot ici. Je veux dire d'autres, donc on est... donc tout est irrigué ici parce que c'est relativement sableux par endroit. On a des pivots, ils vont de 28 à 50 hectares sur la ferme. On a 13 pivots là, de pommes de terre. Aujourd'hui donc la ferme s'est dispatchée en plusieurs personnes, on est à peu près 25 sur la ferme. Et il y a différentes équipes, il y a une équipe pommes de terre, il y a une équipe grande culture, une équipe pulvée, donc on peut citer les nombres. En pulvée ils sont 3-4, en grande culture un peu ils sont je dirais allez 5-6. Il y a une équipe irrigation, vu que tout est sous pivot, il y a une équipe d'entretien d'irrigation, ils sont 4 et 5. Et après il y a l'équipe pommes de terre, c'est là où on est le plus nombreux, nous on est une petite dizaine, ça varie entre 8 et 10 en fonction des trieurs, du monde à l'arrachage, en fonction de comment ça marche et combien on arrache. Donc ouais, c'est une ferme familiale. Moi j'ai rencontré, je suis arrivé ici parce que le manager c'est un Français, donc ça m'a aidé à trouver la ferme et à pouvoir m'intégrer quoi, parce que j'étais pas très bon en anglais à mon arrivée. T'as bien progressé depuis? Ouais, quand même, ouais. Bah, j'ai commencé, je suis mécano de base, j'ai commencé pendant 1 mois à l'atelier. Et j'ai travaillé donc à l'atelier qu'avec des Australiens, ce qui m'a bien aidé. Et non, après c'est clair, et les gens ici de toute façon, même si c'est une autre mentalité qu'en France, les gens ils sont vachement ouverts et même s'ils ont du mal à te comprendre, ils vont tout faire pour t'expliquer. C'est un super pays, sur ça les gens sont très ouverts. Et s'il y en a qui... Maintenant s'il y en a qui hésitent de trucs, il faut y aller quoi, faut le faire. L'expérience c'est vraiment top. Et moi je suis parti comme je parlais pas un mot d'anglais quasiment, je suis arrivé. Le premier mois j'en ai chié à l'atelier, je comprenais rien tout, mais ils te réexpliquent, ils te montrent. Et à force ça vient tout seul quoi. Après on a l'avantage d'avoir une équipe, vu que le manager est français, on est pas mal de français dans l'équipe. Au sein de l'équipe on parle français, donc c'est bien et pas bien. Mais ça facilite quoi les chantiers et l'organisation. Donc voilà un peu pour mon parcours, pour la faire une présentation rapidement quoi. Voilà quoi. Là, nous on travaille par ferme, donc il y a différents sites. Généralement par ferme, donc on a entre 2 et 5 pivots. Donc là on peut voir là il y a 3 pivots autour de nous, donc on en arrache un. Il y en a un qu'on a planté semaine dernière. Et l'autre c'est de la luzerne, là, donc l'année prochaine il y aura des patates dedans. Pour les pivots en moyenne on a entre 4 et 8 variétés dedans je dirais. Ça dépend de ce qu'on a, de contrat. Les patates sont sous pommes de terre sont sous contrat. Donc c'est
l'acheteur qui nous fournit une partie du plan et qui gère un peu le suivi de culture, j'ai envie de dire. Donc nous pour l'arrachage on procède de la manière suivante. Donc on a 4 remorques tampons, c'est des bennes de 25 tonnes environ, des bennes bleues de camion. Et donc on arrache et après on fait ces bennes, on s'en sert de tampons et après on retrie une deuxième fois. Donc ça permet que maintenant dès qu'on a des grosses journées, pas mal de camions à charger, de pouvoir rapprocher au plus les camions, parce que maintenant la veille on commencerait déjà à arracher, ce qui ferait que le matin on est déjà 80 tonnes d'avance si on remplissait nos propres bennes. Donc c'est ça l'avantage. Donc chez nous tout est trié. On peut voir là on est en train trié et chargé alors dans les camions. L'avantage c'est de retraire une deuxième fois, c'est de transporter moins de terre. C'est plus propre quoi, transporter moins de terre. Parce que ça fait 7 heures de route, ça va aux alentours de Melbourne, l'usine elle est. Et en moyenne ça va, maintenant pour charger un camion là ça va pas mal, là c'est plutôt clean. Je pense que là en 1 heure et quart, 1 heure et demie le camion va être plein, donc les 42 tonnes. Et ça varie en fonction du type de sol à l'arrachage. Dès qu'on est dans des sols un peu plus argileux, il y a tout de suite beaucoup plus de terre qui vient avec. Et ça peut monter tout de suite à 2 heures, 2 heures et demie quoi. Parce qu'il faut retrier une deuxième fois et que ce soit clean quoi. C'est un peu ça le truc, ouais. C'est ça l'avantage du coup de retrier une deuxième fois, c'est que tu arrives à bien contrôler la propreté de ton camion. Donc on a aussi 2 trieurs sur la machine. Donc nous on retrie une fois et donc c'est un retrait une première fois, il y a 2 trieuses sur la machine qui trient directement à l'arrière, qui enlève déjà le plus gros. Donc ça aide beaucoup pour faire des patates propres. Parce que les patates maintenant le truc c'est que dès qu'on a des impuretés de la terre et tout dedans on est pénalisé. Et c'est assez cher quoi, je sais plus les chiffres exacts, il me semble la dernière fois on avait 300 kg et on avait combien? On avait 150 ou 200 € de pénalité pour une demi-tonne de terre quoi, je trouvais ça pas mal sur la terre. Et ouais, après c'est ça quoi, l'avantage vu que ça fait pas mal de route, c'est ça l'avantage, c'est que ça fait moins de terre avec le triage. Là ça va pas mal, donc là on est au milieu des champs, à chaque fois on le bouge, tout le centre de triage, à chaque fois on le bouge, ce qui est plus simple, ça limite la distance entre le pivot et le chargement des camions. Et vu que c'est des fermes, c'est regroupé par ferme quoi, et on a toujours des plateformes après à peu près propres, comme ici on voit que là c'est du sable, mais c'est stable, on peut rouler dessus avec des camions, il n'y a pas de souci. Et donc ouais, ça on le déplace, ça nous prend quoi? Ça nous prend une demi-journée, mais après on est tranquille quoi, là on voit le pivot, là il est à moins d'1 kilomètre. Et on gagne du temps quoi, et c'est pratique. Donc on a un tracteur qui fait que les allers-retours, qui suit l'arracheuse et qui remplit les bennes. Une fois arrivé là, il décroche la benne de camion. Et on a un deuxième tracteur là avec un deuxième dolly, donc il raccroche. Un tracteur qui reste que au triage pour reculer les bennes devant et gérer les bennes au triage. Et un tracteur qui fait que au champ, suivre l'arracheuse et remplir les bennes au champ. Il y a l'avantage d'avoir cette souplesse alors de ne pas être dépendant, quand tu as 2 tracteurs c'est pratique quoi. De ne pas être dépendant la zone. Merci, pour ces infos. Salut, du coup moi c'est Antoine, je viens de Belgique. Je suis arrivé en Australie en septembre 2022 et j'ai fait d'abord une saison à la moisson dans le Western Australia. Et puis j'ai fait plusieurs travaux dans une ferme de poissons notamment et dans une cattle station dans le nord du Western Australia. Et puis la deuxième année je suis revenu, je travaillais un peu dans une ferme laitière mais ça se passait pas super bien. Et alors je suis venu donc j'ai contacté Adrien, mon manager, par Snapchat et il m'a dit qu'il avait du taf pour moi. Et voilà que je suis là maintenant. Et donc ici on arrache toute l'année du coup des pommes de terre sur des pivots d'irrigation. Et alors on peut arracher hiver comme été. Et ici on est sur un pivot qui va aller donc pour du processing. Et expliquer un peu peut-être ce que c'est le processing. Du coup c'est pour faire des chips, des pommes de terre frites, etc. Et alors ça va partir en Thaïlande ici. D'accord. Voilà. Donc là ici on est dans une ferme donc qui est principalement qui emploie 30 personnes.
Donc il y a, je pense, 500 hectares, ou en tout cas 50 pivots de pommes de terre. Il y a aussi de la luzerne en semences, et aussi en irrigation. Et puis pareil, céréales, orge et colza pour tout le reste des terres. Et alors ils ont aussi également des moutons et des vaches, donc un feedlot quoi. Donc c'est une ferme assez complète. L'avantage c'est qu'on peut faire un peu de tout. Donc, ici moi je suis enfin, chauffeur de l'arracheuse, mais alors je peux également aider pour les vaches ou pour l'irrigation. Donc c'est assez intéressant et c'est pas toujours la même chose quoi. Donc c'est diversifié. Et donc, ouais, donc c'est une donc la particularité de la ferme ici en pommes de terre, c'est que donc les rendements sont pas aussi importants qu'ailleurs parce qu'on est dans une terre très sablonneuse. Mais l'avantage c'est qu'on peut récolter toute l'année, donc été comme hiver, parce que le sol reste assez portant et donc du coup enfin voilà, les rendements sont un peu moins importants qu'ailleurs en Australie. On est aux alentours de 60 tonnes hectares quand même. Mais on a ouais, voilà, la possibilité de récolter des terres favorables pour bosser toute l'année. Ouais. Comme tu m'as donc tout à l'heure. ici aujourd'hui on vient de commencer dans ce pivot là et on a pas mal de pastèques sauvages. Et le problème c'est que c'est une plante courante, donc ça agit un peu comme du lierre. Et le problème c'est que dans mes rouleaux ça vient les étrangler. Et donc après, les rouleaux ne tournent plus, ce qui crée des tas dans la machine. Et ce qui fait qu'on doit s'arrêter assez régulièrement. Donc c'est un peu embêtant, on perd du temps sur l'avance. Donc là, ça fait 6 heures que j'ai commencé. Et du coup, j'ai rempli 2 bennes et demie. Donc il faut savoir qu'en général, là du coup j'ai une demi-benne de retard quoi. Donc là aujourd'hui on a 120 tonnes à faire. En général on fait entre 120 et du coup 160 tonnes par jour arrachées. Donc avec juste cette arracheuse-ci. Il n'y a qu'une seule arracheuse sur la ferme et du coup c'est moi le chauffeur. Et alors il y a 2 chauffeurs secondaires dont Théo et Liam qui est un jeune Australien qui vient de commencer, qui a 17 ans. Voilà. I don't know. C'était déjà la 4e. Bonjour, moi c'est Léo, je suis belge, j'ai 23 ans, je viens de Belgique forcément, du sud de la Belgique, juste au-dessus de l'île. Je suis en Australie depuis la mi-octobre et je suis essentiellement pour découvrir le monde agricole en Australie, voir les différences par rapport aux cultures ici et en Belgique, les façons de préparer, les façons de récolter et même de semer. Chez Long Trail Farm, je suis arrivé il y a 3 mois, plus de 3 mois. De base, je venais pour faire de l'atelier et de l'arrachage pommes de terre. Et je me suis retrouvé au final à être dans l'équipe de moisson au début. Puis maintenant, je suis passé un peu à l'irrigation. Donc ça fait un peu électron libre, ça fait des semaines plus chargées, mais plus variées. Donc c'est vraiment pas mal. Et aujourd'hui, on est sur le chantier de pommes de terre. On est sur un pivot de 28 hectares. Un nouveau pivot sur lequel on n'a jamais planté. Donc
Il y a d'abord eu une bonne décompaction du sol avec un bednar. Et ici on a la Rotario sur le 8RX numéro 1 qui fait une deuxième passe pour vraiment sortir de la terre fraîche au moment de planter les pommes de terre. Et après on part avec la planteuse qui suit juste derrière. Donc les deux essayent de rester vachement proches pour les pommes de terre semées dans des parties les plus fraîches possibles. Et moi je suis donc comme je l'ai dit, je suis principalement en Australie pour le monde agricole mais également pour visiter. Et j'ai pas de date butoir, je suis arrivé ici sans billet de retour. Donc là je travaille à la ferme jusque juin, j'ai été prolongé il y a 2 semaines jusque juin. Mais durant cette période je vais visiter un peu la côte ouest. Et alors après je partirai vraiment sur un gros road trip sur le niveau de la côte est pendant un mois. Avec des accompagnants belges qui vont me rejoindre pour un peu visiter l'Australie. Et puis voyager un peu dans le monde et peut-être potentiellement revenir en Australie dans cette ferme-ci si les patrons ont besoin de moi. Bon alors voilà, explique un peu ce que tu nous, Donc là, tu nous fais. Avant de planter, on va bien délimiter le champ pour que Gauthier qui s'occupe de la plantation puisse arrêter sa machine au bon moment. Pas déborder parce que c'est important de rester sur la limite de l'irrigation. Et si on plante 5 mètres trop loin, forcément ça fait une perte considérable de patates. Et donc on va simplement, après avoir fait tous les courts tours, on va, comme on dit chez nous, faire les fourrières. Pour que ce soit plus facile pour l'opérateur à la plantation, s'arrêter et délimiter plus vite son travail, quoi. D'accord, d'accord. C'est assez simple, comme c'est circulaire, on a le réglage du GPS qui est mis de façon circulaire et on lance la machine et il suit le cercle. Le cercle est positionné par rapport au point GPS du centre du pivot, donc juste là-bas. Ouais. Et après on met la largeur de machine et il nous met toutes les limites comme pour des lignes classiques de GPS, quoi. D'accord. Et le 370 il l'emmène largement La Rotario, ou ça c'est quand même des fois il faut pas moins? En fait il faut pas moins, non on pourrait avoir moins parce que c'est un boîtier 300 chevaux sur la machine et le John Deere 370 développe 335 chevaux prise de force. Donc on travaille avec 90% de la puissance du tracteur sur la machine parce que si on va vraiment à 100% voire 120 quand on met le boost, là on broierait le boîtier. Ouais, donc c'est vraiment la machine, le tracteur est limité par la machine. Voilà, d'accord. Et on pourrait travailler en 6 mètres ou 6 mètres 20 plutôt qu'en 5 mètres 20, mais ça sera une suite. Mais la machine est arrivée avant le tracteur, donc ouais. c'est comme ça. Donc ici, hop. Et alors pourquoi les chenilles et pas des pneus ou du jumelage On va rentrer dans un sol très sablonneux, donc les chenilles pour plus d'adhérence. Moi personnellement. Importance aussi, ouais. Ouais, et niveau confort aussi, je préfère les chenilles. Dans des champs comme ça, je trouve ça plus agréable que le jumelage. Du coup, à la moindre bosse ou quoi, sur toute la largeur, t'es secoué dans tous les sens. Et parce qu'on fait vraiment pas beaucoup de routes avec non plus, donc on peut se permettre d'avoir des chenilles qui tiennent longtemps. Les seules routes qu'on fait, c'est pour aller d'un champ à l'autre, ça fait pas de transport et voilà. Ouais, donc là tu fais tes fourrières tout au GPS, quoi. T'as vraiment rien, moi, tout est réglé, voilà. La seule chose qui est compliquée, c'est comme ici on est sur un pivot, c'est la première fois, qui est compliqué, c'est vite dit, mais c'est vraiment faire le demi-tour manuellement. Avec celui-ci c'est le quart de tour et après du coup il projette toute la ligne et faire vraiment la première ligne nord-sud, moitié de ligne et la ligne nord-est et puis GPS s'occupe du reste et projette le reste, donc voilà. D'accord, d'accord. C'est vraiment la seule chose qui est un peu plus technique à faire, mais si là ça reste très simple après au niveau de l'opération. We were talking outside till the sunrise. We stood on the edge of a new light, and the dark alleyway felt like a paradise. Never been the same ever since that night. Two eyes and they moved towards me, lightning when they finally meet. Lost souls looking for
Après avoir passé quelques jours à Adélaïde, nous sommes repartis direction le Western Australia, là où l'aventure devait se terminer. Checkpoint, ok. Welcome to Western. Nous avions rendez-vous chez Belair AG, une grosse ferme céréalière, pour effectuer différents travaux, dont les semis.
Salut les potes. Bon, petit topo sur la situation parce que du coup ça fait longtemps que je peux un peu expliquer les choses. Donc en fait j'ai changé de ferme parce que la ferme où j'étais avant ça me convenait pas. Je vais pas rentrer dans les détails. Pour ceux qui suivaient un peu mon aventure sur les réseaux, et ben voilà, j'ai fini et j'ai changé. Là je suis dans une nouvelle ferme, une petite ferme familiale. Ça se passe plutôt pas mal, ça va faire plus d'une semaine que je suis là et donc ça va bien. C'est différent parce que bon bah la taille voilà, c'est déjà une plus petite ferme, le matériel c'est un peu différent et tout, mais dans l'ensemble on est une petite équipe. Le patron est super sympa et on a quand même vraiment du beau matos je trouve pour une petite entreprise, parce qu'une petite ferme, parce que bon vous verrez dans la suite de la vidéo. Donc là avant les semis on est sur un chantier. Donc là nous sommes le 6 avril et en fait je suis en train de défricher, on est en train de défricher 1200 hectares. En fait c'est une ancienne ferme arboricole que mon patron a racheté et le gars, les arbres ne faisaient plus rien quoi, ils étaient bons pour être abattus. Donc voilà, c'est pas de la déforestation en pleine nature ou quoi, c'est vraiment, j'insiste sur le fait que c'était vraiment des anciens arbres de culture quoi. Et donc là mon patron il défriche ça fait 6 mois qu'il a commencé de défricher et donc c'est un chantier assez intéressant parce que j'ai jamais fait ça. Auparavant j'ai déjà conduit des engins de chantier, mais là vraiment c'est une autre envergure. Il y a vraiment du matos énorme, 1200 hectares d'arbres couchés par terre, c'est impressionnant. Ça paraît pas, mais en fait on s'imagine même pas. Donc là on est en train de finir de préparer ces 1200 hectares avant de commencer les semis, parce qu'il faut qu'on finisse vraiment de tout nettoyer pour qu'on puisse semer. Et donc ouais, c'est super intéressant, je vais vous partager ça en vidéo parce que ça donne pas mal, hein. Ça donne pas mal. Et vous avez été nombreux quand même à me questionner là-dessus. Donc ouais, donc tout est réalisé dans les règles de l'art et vraiment dans de bonnes conditions, c'est-à-dire que mon patron demande, ils ont des plannings pour le burning, ça veut dire pour mettre le feu quoi. Et c'est très courant en Australie, hein, c'est totalement légal et tout. Et ils ont des périodes où ils ont le droit de brûler, que ce soit des champs, des arbres, des forêts, ce qu'ils veulent quoi. Et donc il faut qu'il y ait plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Il faut qu'il fasse moins de 23 degrés je crois. Enfin entre 20 et 25 degrés, je crois que c'est un peu ça le truc. Il y a aussi le vent qui rentre en compte, à savoir que là tout est à la terre autour des arbres, donc c'est à dire que le feu il ne peut pas se propager quoi. Je veux dire c'est vraiment tout est défriché autour des tas de branches et de souches, donc le feu ne peut pas se propager. Il n'y a pas d'animaux en danger, il n'y a pas de population en danger, il y a des machines de chantier sur place au cas où que ça dégénère, mais tout est vraiment carré quoi. Il n'y a pas de problème là-dessus, parce que voilà, c'est vrai que c'est 1200 hectares qui partent en fumée, c'est pas rien. C'est un peu paradoxal quand on pense qu'en France et en Europe on peut se prendre des centaines d'euros d'amende, alors parce que tu brûles tes déchets verts, parce que tu as taillé ta haie, tu vois, 3 branches, tu prends une amende, et puis ici bah tu brûles 1200 hectares et c'est légal quoi. Donc on va pas rentrer sur un débat sur l'écologie, mais c'est vrai que quand tu y penses, tant que personne ne fera pas des efforts, si on s'y met pas tous, je pense qu'on pourra pas faire grand chose quoi. Voilà, c'était la petite parenthèse écologique.
morning when you knocked upon my door. Early this morning when you knocked upon my door. And I say, hello Satan, I believe it is time to go. Me and the devil walking side by side. Me and the devil walking side by side. And I'm gonna see my man until I get satisfied. See, you don't see why, and you dog me around. Say, don't see why people dog me around. It must be that old evil spirit so deep down in your ground.
Salut à tous. Bon, nous sommes le vendredi 26 avril. On a déjà bien avancé dans les colzas. On est déjà à plus de 1600 hectares. Donc c'est pas trop mal sur 2000 qu'on doit faire en colza à peu près de ce qui me semble. On fait des essais de variétés dans ce champ là. Et du coup je vais vous montrer comment on fait pour vider la bine. C'est assez simple, et puis vu qu'on change de variété, on fait des petites lignes sur le GPS, et voilà, donc ça va assez bien parce que ce champ il est quand même pas trop mal, il y a des jolis rectangles, donc ça permet bien de couper le champ en plusieurs pour les variétés. C'est quand même assez simple. Donc voilà, mine de rien, il y a quand même plus de 200 hectares. Celui-là, c'est pas le plus gros, mais 200 hectares, c'est déjà quelque chose quand même. Bon, du coup, pour vidanger la bine, je vais vous montrer, c'est assez simple. Pour enlever ce qui reste en colza, et puis on va pouvoir changer de variété. On a une trappe là, avec une trappe là pour ouvrir. Voilà, donc là on est en Australie, hein. La semence on peut la laisser couler par terre, on s'en fout. J'exagère parce qu'elle n'est pas donnée quand même. Je crois que c'est 150 $ les 25 kilos, donc c'est quand même pas donné, je trouve. Voilà, donc là notre bine. Donc là on a on a vidangé notre bine. On va pouvoir refermer le tout. Juste secouer un coup. Voilà. Voilà, on referme. Là on est fermé. Voilà. Là. Ok, ça c'est fermé. On passe dessous. Voilà. Tac, c'est fermé. Bon, il va rester, je sais pas moi, on va dire 5 kilos. Ça fait du volume comme ça, mais il reste pas si lourd que ça. Voilà. Bon, allez, on va aller voir en haut maintenant pour remettre les nouveaux sacs. Voilà. Donc là c'est la fertie. J'ai déjà rempli tout à l'heure. Voilà. Là c'est l'anti-limace, c'est vide. Et là on est sur des nouveaux bags. Donc voilà. Comment ça, je vais vous montrer comment ça se présente. Tac. On fait comme ça, on se fait pas trop chier, hein. Là notre bine est vide, on peut y aller et mettre des nouveaux bacs. Ça va assez bien faire. Donc là j'en ai 5. J'ai 5 bags. Donc ça me permettra de largement finir le champ. Voilà. Nos 5 bags sont mis. Donc comme j'expliquais, nouvelle variété. Hop, on referme. Et voilà, c'est reparti. Ah, on a des jolis couchers de soleil en ce moment. C'est vraiment cool. Par contre, ça fait pas très chaud, hein. La nuit, 12 degrés, c'est quand même pas ouf, hein. Mais bon, quand je vois le temps qu'il fait en France en ce moment, on est pas mal. On est encore en t-shirt, c'est déjà bien. Donc voilà, nos 5 bacs sont mis. La trappe de vidange est refermée. Tout est ok. Petit check-up, on est bien. C'est parti. C'est parti, les amis. Bon, donc ça c'est... Mon patron, il est un peu old school.
Travail à l'ancienne, hein. Mais bon, comme il dit, au moins informatique ou pas informatique là-dessus, ça bouge pas. En fait, on note tout ce qu'on fait sur les champs, la date, le lieu, le nombre d'hectares et ce qu'on fait, si on change de semences, si on change une dent, si on a un problème ou quoi que ce soit. Donc là, on est le 26-04, le nom du champ, le nombre d'hectares. Et là, je vais mettre que j'ai changé. On va mettre New Seed. Entre parenthèses, canola. Parce que c'est du colza. Voilà, comme ça au moins, on sait qu'à 68,7 hectares, on a changé de semence. On est toujours sur du colza, nouvelle variété. Voilà, donc là c'est reparti. Là on a délimité, on peut se faire ce carré là. Parce qu'en fait du coup j'ai vu, il y a mon patron qui est venu. Il m'a expliqué que ça c'est du colza semence. Et que ce sera, là il y a 41 hectares mine de rien. Et donc ce sera pour le colza semence et le reste du champ autre chose quoi. Voilà. Et bon bah sinon c'est tout hein. Ça avance pas trop mal. Le semoir ça va pas trop mal aussi. Et voilà quoi. Voilà. Alors c'est sûr que pour ceux qui connaissent et qui suivent Tonio, bah eux ils utilisent FieldView. C'est vrai que c'est, quand tu fais ce qu'on fait là, c'est vrai que c'est top. Pour le suivi des cultures et tout, c'est vrai que c'est vraiment bien. Après c'est vrai qu'en Australie ils sont moins à la pointe que nous en termes de technologie, sur que ce soit sur les GPS ou quoi. Eux ce qu'ils recherchent c'est quelque chose de fonctionnel, d'assez simple, qui puisse mettre tout le monde sur un semoir et que ce soit vraiment assez simple à utiliser. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de grosses technologies comme chez nous en France ou en Europe. Donc voilà. Et pourtant franchement quand on voit les parcelles qu'ils ont et tout, des fois on se dit que putain s'ils avaient ce qu'on a chez nous en France, en Europe, les systèmes type FieldView, c'est vrai que putain ça ferait du bon boulot quoi. Mais bon ici c'est pas la même politique, c'est voilà. On s'adapte, on s'adapte, on s'adapte. Donc voilà. Salut à tous. Alors nous sommes le jeudi 2 mai, jour 4 dans les blés. La pluie a fait son apparition, donc c'est bien, ça va apporter un peu de fraîcheur dans le sol et ça va permettre au colza de bien partir. Et puis bah pareil pour le blé, du coup les colzas ils ont déjà bien levé, donc ça c'est cool. Et puis les blés, bah là on sème et les terrains sont un petit peu humides, donc c'est vraiment cool. Donc là tout le monde est content, enfin surtout les patrons. Donc voilà, voilà, non ça avance bien. On a eu quelques merdes sur le semoir, des trucs qui se sont dessoudés, tout ça, mais c'est pas, ça a été assez vite réparé. Et voilà, sinon dans l'ensemble ça tourne bien, ça avance bien. On a fait plus de 1700 hectares de colza, 1780 je crois, un truc comme ça. Et après là on est à plus de 2000, on est à 2110 total. Donc ouais, on a fait déjà 400-500 hectares de blé. Donc ça avance bien, tout va bien quoi. Donc tant mieux, pourvu que ça dure. Conditions assez agréables, ça va pas mal. Allez, c'est parti.
qytetu. A given zemër me mstrehu. Tu me flet, në shtatë shë, dikur një, tash si kur s'një. Tjerën kanë thonë mos i besa, se kom di që s'le kur gjë. Unë besova, në ty besova. Ke thonë që s'jam si aj, po njejtu nuk lëndova. Ke thonë që nuk je si aj, dole ma si se aj. Ke thonë se m'lëndon si aj, si aj, aj, aj. Ke thonë që nuk je si aj, dole ma si se aj. Ke thonë se m'lëndon si aj, si aj, aj. E në të kursi në lele, tashin të mja valele. E në tjera si në lele, mista lova valele. Si aj, aj, E në të kursi në lele, tashin të mja valele. E në tjera si në lele, mista lova valele. nuk po mama, kërkesa një bundi që ma dha. Po nuk po buju jo, vese kom brigjo jo njejta ta. Keton që nuk je si aj, dole ma si se aj. Keton se m'lëndon si aj, si aj, aj, aj. Keton që nuk je si aj, dole ma si se aj. Keton se m'lëndon si aj, si aj, aj, E aj. në të kursi në lele, tashin të mja valele. E në tjera si në lele, mista lova valele. Si aj, aj, E në të kursi në lele, tashin të mja valele. E në tjera si në lele, mista lova valele. Whisper your lows, confess your highs. With her I'm not afraid to die. I see it trickles down the sea. We'll all burn in the end, I think. I'm screaming up into the sky. Her flesh is red, feels my endless appetite. Purging my soul every night. I'm almost there, this must be the afterlife. God take me there, this must be the afterlife. God take me there, this must be the afterlife. God take me there, this must be the afterlife. God take me there, this must be the afterlife. God take me there, this must be the afterlife. The shadows creep inside my mind, but thinking of her buys me time. We did the crime, yeah, we got off. We crossed the line, and now it can't be stopped. I'm screaming up into the sky. Her flesh is red, feels my endless appetite. Purging my soul every night. I'm almost there, this must be the afterlife. God take me there, this must be the afterlife. The pain I knew well yesterday has broken down so tenderly. Her touch is giving me energy from now until eternity. Until eternity. I'm screaming up into the sky. Her flesh is red, feels my endless appetite.
Purging my soul every night. I'm almost there, this must be the afterlife. I'm almost there, this must be the afterlife. God take me there, this must be the afterlife. God take me there, this must be the afterlife. Should have stayed. Were the signs I ignored? Can I help you?